Je ne suis pas ni décliniste, ni même pessimiste. J'ai le sens du tragique. Si vous voulez me dire qu'on va tous mourir, je vous l'accorde volontiers. Raison de plus pour profiter de la vie. Autrement dit, je traite de sujets graves, spécialement dans ce volume, c'est vrai, mais j'essaye d'en parler plutôt légèrement, d'une façon qui donne plutôt envie de vivre et de se battre, plutôt que d'une façon qui pousserait les gens à se coucher et à attendre la mort. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent, comme Bernanos, que les optimistes n'ont pas pitié des hommes ? Disons que je me sens plus proche des pessimistes, mais je le dis dans le texte qui leur est consacré. L'un des textes porte sur les pessimistes, qu'en même temps, il m'amuse. Parce qu'avec une façon de toujours noircir le tableau, de toujours en rajouter dans le noir, dans le pire, la vie n'est pas si triste que ça. Alors, c'est pas entre les optimistes qui veulent nous faire croire que la vie est un champ de roses et les pessimistes qui ne voient que les épines, on a envie de donner tort aux uns et aux autres. Moi, ce que je crois, c'est que la vie est tragique. C'est pas la même chose. Dans le tragique, il y a le meilleur et le pire. Et le tragique, justement, c'est la conjonction des deux. Le plaisir et la souffrance, la joie et la tristesse, la vie et la mort. Et je n'ai aucune raison de donner raison à la mort contre la vie, comme font les pessimistes, ni à oublier la mort au nom de la vie, comme le font les optimistes. Moi, j'essaye de prendre le réel dans son entier. Eh bien, le réel dans son entier, il est contrasté, il est tragique par la finitude, par la mort, et il est délicieux par les plaisirs qu'on peut trouver dans la vie. Est-ce que ce qu'il n'y a pas eu de tragique dans notre époque, et en particulier dans notre époque récente, peut-être depuis 1968, encore plus depuis la chute du mur de Berlin, c'est qu'on avait oublié justement le tragique de l'histoire et le tragique de l'existence. Oui, on a oublié le tragique de l'histoire, le grand rêve que... la fin de l'histoire, comme disait Fukuyama. Ça, je n'ai jamais cru un instant, hein, évidemment. Et puis, on a oublié le tragique de notre condition. Mais alors là, c'était moins la chute du mur de Berlin que... Rappelez-vous la pandémie de Covid-19. Plusieurs de vos confrères m'interviewant au plus fort de la pandémie me disaient « Quand même, avec cette pandémie, nous redécouvrons que nous sommes mortels. » Je leur répondais « Tu parles d'un scoop. Tu avais oublié que tu allais mourir. » Non, mais c'est vrai qu'on l'avait un petit peu oublié. On avait un peu mis la mort à distance et tout d'un coup, voilà qu'un virus nous rappelle que nous sommes mortels. Entre nous soit dit, on n'était ni plus mortels après le virus, ni moins mortels qu'avant. La mortalité fait partie de la condition humaine. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que vous revenez en longueur sur cet épisode et sur cette période de la pandémie et des périodes des confinements. Est-ce que effectivement, il n'y a pas eu un tragique, mais par rapport justement pour nos contemporains, d'avoir été mis en échec par un virus à l'époque même où on pensait que la science justement avait dépassé toutes ces contraintes et tous ces problèmes et ces virus. Mais non, parce que la science ne nous rendra pas immortels, en tout cas elle en est très loin, je pense, et je ne dirais pas que je souhaite qu'elle continue à en être très loin. Non, moi j'ai trouvé, je l'ai dit à l'époque à la télévision quand j'étais interviewé, que le virus avait suscité une peur exagérée. D'abord parce que de toute façon, on va tous mourir, virus ou pas. Ensuite parce que ce virus avait le bon goût de tuer essentiellement des personnes de mon âge. Plus de 65 ans. C'est quand même beaucoup moins grave que la grippe espagnole qui tuait de préférence des gens entre 20 et 40 ans avec un pic de mortalité autour de la trentaine. Et puis bon, le taux de mortalité, on l'a su tout de suite grâce aux Chinois, était inférieur à 1%. Et je voyais des journalistes qui me demandaient sérieusement si c'était la fin du monde. Vous imaginez un taux de létalité inférieur à 1%, les gens vous parlent de fin du monde. Et puis enfin, ce qui m'a un petit peu inquiété, c'est deux choses. C'est qu'on sacrifie l'amour de la vie à la peur de la mort. Et ça, c'est un contresens existentiel. Et donc, j'ai rappelé ce que disait Montaigne, formidablement. Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Autrement dit, la mort fait partie de la vie, virus ou pas. Et on ne peut pas aimer la vie si on n'accepte pas d'être mortel. Et puis deuxième chose, on sacrifiait les jeunes à la santé de leurs grands-parents. Et j'ai l'âge de dire quand même que c'est absolument anormal. Moi, j'ai réagi d'abord en tant que père de famille. J'ai 3 enfants qui étaient de jeunes adultes. Je ne supportais pas l'idée qu'on complique leur vie, qu'on compromette leur avenir pour protéger la santé de leur vieux papa. Est-ce qu'on a trop confiné ? Est-ce qu'on est allé trop loin dans cette gestion-là ? Moi, je me suis interdit de condamner le confinement parce que j'avais pas. C'est ça que j'ai pas compris justement. J'avais pas de modèle alternatif. Ouais. Non, je l'ai regretté, mais
Je le dis, moi je suis président de la République, mais le pauvre Macron, si je veux dire, il y avait une telle pression médiatique, une telle peur dans la population que je ne vois pas bien ce qu'il aurait pu faire d'autre que confiner. Je l'ai dit à l'époque, et puis c'était pas mon domaine de compétence. Donc je me suis interdit de le condamner. J'ai toujours dit qu'il fallait le respecter, et moi-même je l'ai respecté strictement, en l'occurrence à Paris. Il y avait certaines mesures qui me paraissaient exagérément répressives ou infantilisantes. Lesquelles, Devoir signer un petit papier pour sortir de chez soi, ne pas avoir le droit d'aller à plus d'1 kilomètre de chez soi, fermer les parcs, fermer les plages. Moi, j'ai une maison en Normandie, il y a des plages qui font 10 km de long, il n'y a personne, on n'avait pas le droit d'y aller. La France a un peu exagéré. Quand je voyais comment ça se passait en Suisse, où il y avait ce qu'ils appellent un semi-confinement, en Allemagne, il y avait un confinement beaucoup moins rigoureux que chez nous, je trouvais que la France était allée un peu au-delà de ce qui était nécessaire. Mais bon, c'était la loi de la République. Il faut toujours respecter la loi, y compris si on n'est pas d'accord ou si on est réservé vis-à-vis d'elle. Est-ce que, pour le libéral que vous êtes, on n'a pas franchi quand même un cap, ça n'a pas marqué un tournant, et même on n'a pas enfreint un tabou avec la restriction des libertés? Ça aurait été évidemment acceptable si c'était la peste, si le taux ou la Covid, mais avec un taux de létalité de 15%. Alors évidemment, ça justifiait toutes les mesures. Avec un taux de létalité en gros de 0,6 ou 0,7%, atteignant essentiellement des gens de plus de 65 ans, encore une fois des gens qui donc avaient mon âge, je pense qu'on aurait pu aller un peu moins loin. Mais bon, c'était aux politiques de décider, voilà. Mais ce qui m'a inquiété, c'est plutôt tous ces gens qui, à la limite, en demandaient encore plus dans la répression. Et puis autre chose, c'est que finalement, les Français, qu'on dit toujours les Gaulois réfractaires, ont accepté le confinement avec beaucoup de bonne grâce. Il n'y a pas eu de manifestation. En Suisse, où le confinement était beaucoup moins rigoureux, il y a eu des manifestations contre leur confinement. À quoi vous attribuez cette attitude des Français ? Alors qu'à l'inverse, le pass sanitaire a donné lieu à des manifestations. Alors qu'en vérité, le confinement, tout le monde cloîtré chez soi, était bien plus sévère que le pass sanitaire qui, au fond, nous laissait libres. Pourquoi on a accepté si facilement le confinement et tellement critiqué le pass sanitaire? Pourquoi, selon vous? C'est que le confinement est une mesure égalitaire. Le pass sanitaire n'était pas égalitaire puisque certains avaient le pass sanitaire, d'autres ne l'avaient pas. Ce qui confirme, et c'est le libéral que je suis qui le constate avec un peu d'inquiétude, que les Français sont bien plus attachés à l'égalité qu'à la liberté. Et qu'on était prêt à renoncer à nos libertés au nom de la santé, encore une fois. Si ça avait été grave, il aurait fallu le faire. Je pense qu'on est allé un peu trop loin. Mais par contre, renoncer à l'égalité, non. Et moi, je trouve je suis attaché aux deux, à liberté, égalité, et donc aux trois, fraternité. Et vous ne pensez pas, comme Solzhenitsyn, que la liberté et l'égalité sont deux notions antagonistes? Un peuple qui privilégie à ce point l'égalité plus que la liberté, ça m'inquiète un petit peu. Je vous repose ma question. Est-ce que vous pensez comme... Solzhenitsyn disait que la liberté et l'égalité étaient deux valeurs antagonistes. En partie, bien sûr, incompatibles. Mais je dirais que la grandeur de la République, c'est d'affirmer les deux et d'affirmer aussi la fraternité. Oui, parce que plus il y a de liberté, plus certains vont réussir mieux que d'autres. Et donc, moins il y aura d'égalité. Et l'égalité n'est accessible qu'en réduisant les libertés. Mais justement, la grandeur de notre République, c'est de ne renoncer ni à l'une ni à l'autre, et d'essayer de trouver un compromis toujours difficile, toujours un peu boiteux entre l'égalité et la liberté. André Comte-Sponville, est-ce que dans cette période, selon vous, de votre point de vue, le pouvoir accordé et donné aux médecins et à la médecine a été trop fort ? Ce qui m'a gêné surtout, c'est moins une question de pouvoir qu'une question d'idéologie, voire de civilisation. Ce que j'ai appelé le pan-médicalisme. Pan, en grec, ça veut dire tout. Ce que j'entends par pan-médicalisme, c'est cette idéologie qui fait de la santé la valeur suprême et qui, en conséquence, a tendance à tout déléguer aux médecins, à la médecine. Or, je crois que c'est une double erreur. D'abord parce que je ne pense pas que la santé soit la valeur suprême. Que je sache, il n'est pas écrit dans les évangiles, et c'est un athée qui vous le rappelle, il n'est pas écrit dans les évangiles, santé, prenez soin de votre santé comme Dieu prend soin de la sienne. Il est écrit, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime. J'espère ne pas être le seul dans notre vieux pays chrétien à penser que l'amour est évidemment une valeur supérieure à la santé. Il n'est pas écrit au fronton de nos mairies « santé, égalité, fraternité ». Il est écrit « liberté, égalité, fraternité ». Là encore, j'espère ne pas être le seul à mettre la liberté au-dessus de la santé. Donc, non, la santé n'est pas la valeur suprême. Qui plus est, la santé n'est même pas une valeur du tout. Elle est un bien, un très grand bien. Moi, je fais une différence entre les biens et les valeurs. Un bien, c'est quelque chose qui est désirable, éventuellement enviable. Une valeur, c'est quelque chose qui rend estimable, voire admirable. Par exemple, je peux envier quelqu'un parce qu'il est en meilleure santé que moi ou parce qu'il est plus riche que moi. Bah oui, la richesse, la santé, ce sont des biens. Mais si je l'admire parce qu'il est en meilleure santé que moi, je suis un imbécile.
En revanche, je peux l'admirer parce qu'il est plus juste que moi, plus généreux que moi, plus courageux que moi, plus aimant que moi. Ça, ce sont des valeurs. Or, quand on sacrifie, quand on soumet les valeurs au bien, on est déjà dans la pente du nihilisme. Passionnant de vous entendre et d'avoir justement ces définitions, de nous les rappeler. Vous me dites, vivre, c'est se battre. Vous êtes favorable à l'euthanasie, mais est-ce que c'est pas une forme de démission par rapport à la vie? Favorable à l'euthanasie, c'est un bien grand mot. Je ne souhaite pas, moi, forcément, demander une euthanasie. Je souhaite mourir le plus tard possible, le plus paisiblement possible. Mais si un jour je me trouve confronté à une maladie incurable et atrocement douloureuse ou terriblement handicapé, je demande effectivement le droit de mourir. Mais d'ailleurs, ce droit de mourir, personne ne vous le conteste. Le suicide n'est pas interdit en France. Simplement, si vous voulez vous suicider, vous n'avez pas le droit de demander l'aide de votre médecin. Il faudra vous suicider tout seul, comme le philosophe Gilles Deleuze, par exemple, 70 ans, atteint d'une très grave insuffisance respiratoire, n'en pouvant plus, il veut en finir. La seule façon qu'il a trouvée pour en finir, ça a été de te jeter par la fenêtre du 5e étage où il habitait. Sincèrement, lequel d'entre nous souhaite se donner une mort comme ça? C'est quand même plus humain qu'un médecin vous prescrive une substance létale qui vous fera mourir sans souffrance. Vous voyez, donc il ne s'agit pas de faire l'apologie du suicide. Et c'est contradictoire peut-être avec le métier de médecin. En tous les cas, c'est aujourd'hui ce que disent la plupart. C'est ce que disent certains médecins, et c'est pourquoi il faudra bien sûr prévoir une clause de conscience. Autrement dit, il faudra que la loi, comme on l'a fait pour l'IVG, précise qu'aucun médecin, aucun soignant ne sera jamais obligé de participer à une euthanasie ou une assistance au suicide si c'est contraire à ses valeurs morales ou religieuses. Ça va de soi. On l'a fait pour l'IVG, la loi Veil, et bien loin que ça ait empêché la légalisation de l'avortement, c'est ce qui l'a rendu possible. Et bien, je pense que la même clause de conscience rendra possible aussi la légalisation de l'euthanasie. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de faire l'apologie de la mort. Les gens, des fois, disent c'est un choix de mort. Pas du tout. On va tous mourir, c'est la vie qui compte. Mais si on aime et la vie et la liberté, on souhaite que la vie reste libre jusqu'au bout et que donc, si on veut en finir, qu'on ait le droit de le faire avec l'aide de son médecin. Le titre de mon livre, La clé des champs, est emprunté à Montaigne. Dans les essais, Montaigne écrit joliment « Le plus beau cadeau que nature nous ait fait, c'est de nous avoir laissé la clé des champs. » La clé des champs, c'est-à-dire le droit de s'en aller. Alors moi, je vais vous citer un autre que vous chérissez, c'est Pascal. Enfin, en tous les cas, ça m'est venu à l'esprit justement en vous lisant et en préparant cet entretien. Mais est-ce que l'euthanasie n'est pas, par rapport à la souffrance dont vous parliez, une espèce de suprême divertissement, une espèce d'évitement au sens où Pascal décrit le divertissement? Ça vaut mieux en tout cas que le dolorisme. C'est-à-dire, s'il s'agit, pour être fidèle au christianisme, de vouloir souffrir le plus possible, vous me permettrez d'y voir un contresens sur les évangiles. Voilà, et donc, la chose importante, c'est la vie. Pascal n'est pas doloriste? Ça lui arrive. Son texte sur la prière pour le bon usage des maladies, c'est une position doloriste. Mais c'est une position fréquente chez les chrétiens, mais là, pour le coup... Chez les jansénistes, en tout cas. Je me réjouis d'être athée parce que, du coup, je n'ai pas à célébrer la douleur. Ce qui importe, c'est le plaisir. Ce qui importe, c'est d'aimer la vie. Vous ne croyez pas le caractère rédempteur de la souffrance? Non, non. Comme les chrétiens. Qu'est-ce que vous devez à Blaise Pascal? Je dois d'abord un émerveillement de jeunesse, du temps où j'étais catholique, et catholique très pieux, quand j'ai lu ça dans mon adolescence. Un émerveillement encore plus grand une fois que je suis devenu athée, philosophe. Ce que je vois d'abord, c'est une vision extrêmement décapante, lucide, vraie de la condition humaine. Voilà. Quand je dis qu'il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine, mais Pascal est le premier à le dire, sauf si Dieu existe, sauf s'il y a une vie après la mort. Eh bien, moi qui ne crois plus en Dieu, qui ne crois plus en une vie après la mort, j'aime que Pascal nous montre la condition humaine telle qu'elle est. Sauf que lui, il voit une façon de ne plus être heureux qu'après la mort. Il écrit dans les Pensées, « Il n'est de bonheur dans cette vie que dans l'espérance d'une autre vie. » J'ai envie de dire respectueusement à Blaise Pascal, écoute, je préfère être heureux avant la mort, puisque pour l'athée que je suis, il n'y a pas d'autre vie. Mais il vous répondra peut-être qu'être heureux avant la mort, c'est justement d'espérer la vie d'après. Oui, c'est ce qu'il dit précisément. Et moi, ce que j'essaye de penser, c'est être heureux sans avoir besoin d'espérer une autre vie. Vous avez préfacé les mémoires de Dreyfus. C'est un exemple pour vous?
Oui, j'ai été surpris d'une commande qu'on m'a fait de préfacer ces cahiers, ce journal qui tenait dans l'île du Diable. Et j'ai été fasciné par l'intelligence de cet homme, par la culture de cet officier, un capitaine, mais d'une culture qu'on ne trouve pas beaucoup aujourd'hui, ni chez les militaires, ni chez certains de vos collègues ou de mes collègues, en vérité. Par son humanisme, par son rationalisme. C'était très troublant parce que cet homme qui, au bagne, était, sans le savoir, au cœur d'une polémique, l'affaire Dreyfus, comme il n'y en avait jamais eu avant et comme il n'y en a pas eu après, est totalement ignorant de ça. Et donc il vit, si j'ose dire, sa petite vie de bagnard, essayant de sauver l'essentiel, c'est-à-dire la liberté de l'esprit, pendant qu'à Paris, dans la France entière, on se bat autour de son nom. Et ce décalage entre l'aventure spirituelle du capitaine Dreyfus, dans le silence, dans la solitude, et l'incroyable battage de l'affaire Dreyfus, là, il y a quelque chose de très fascinant. Une dernière question, je ne veux pas spoiler, comme on dit aujourd'hui, mais pourquoi il faut lire votre livre par la fin ? Parce que le dernier texte est consacré à ma mère, j'ai appelé ça « Maman », parce qu'au fond, ma mère était une femme à la fois dépressive et malheureuse, même si ce n'était pas la même chose, mais elle était les deux le plus souvent. Et donc, moi, j'ai grandi, j'ai appris à vivre et à aimer dans le malheur de ma mère. Et si ces textes sont graves, c'est que voilà, je suis né, moi, dans une atmosphère de souffrance, d'angoisse. J'avais peur que ma mère se suicide, ce qu'elle fera finalement beaucoup plus tard. Et donc, j'ai eu besoin de la philosophie pour échapper à ce malheur-là. C'est pourquoi il m'arrive de dire que la philosophie a été ma bonne mère. Mais est-ce que ça a été une expérience comme Kierkegaard dans un autre domaine ? C'est ce malheur qui vous a conduit à philosopher. Oui, tout à fait. Voilà, parce que j'ai philosophé pour échapper au malheur de ma mère, qui est une mère très aimante. Quand je dis que la philosophie était ma bonne mère, ça ne veut pas dire que ma mère n'était pas une bonne mère. Elle était très aimante, mais très malheureuse. Eh bien, j'avais fini par croire que toute joie était illusoire, que la vérité était du côté de la tristesse. Heureusement que la philosophie m'a appris le contraire, à savoir que c'est l'illusion qui rend malheureux, parce que l'illusion mène toujours à la désillusion. Comme me l'a dit un psychanalyste un jour, l'espérance est la principale cause de suicide. On ne se tue que par déception. Eh bien voilà, ma mère s'est tuée par déception parce que depuis des décennies, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était fait. Mais sauf que la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en fait. Mais l'erreur de beaucoup de gens, et celle de ma mère, c'est quand la vie ne correspond pas aux espoirs qui en étaient faits, c'est d'en conclure que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort ? La vie a fait ce qu'elle peut. Moi, mon idée à moi, c'est que quand la vie ne correspond pas à nos espérances, c'est pas la vie qui a tort, ce sont nos espérances qui, dès le départ, étaient vaines, illusoires, mensongères. Merci beaucoup. Et justement, pour faire perdre ses illusions, mais passer un bon moment, et également, et effectivement, avoir une cure d'altitude intellectuelle et mentale, La clé des champs et autres impromptus, c'est le dernier livre d'André Comte-Sponville. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Alors, on va quitter le champ de la philosophie, on va plonger maintenant dans l'action, et l'action la plus dramatique, le terrorisme, avec un nouveau livre. C'est le dernier livre et surtout le premier roman de Jean-Michel Fauvergue.